Alors, je suis Isabelle Ider-Krevski, je suis professeure des universités en anthropologie et aujourd'hui, je fais une intervention sur les droits des femmes en Outre-mer parce que la question se pose, surtout celle de la différence entre la politique publique qui est mise en place dans l'Hexagone, comment elle se décline dans nos Outre-mer. Comment le genre se combine-t-il avec d'autres facteurs, c'est-à-dire précarité, isolement géographique, statut administratif, pour aggraver les inégalités? Ben, là, on vient de toucher du doigt toutes les difficultés liées à notre géographie, et quelles que soient les Outre-mer. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'isolement géographique, lorsqu'on est dans un milieu insulaire ou bien lorsqu'on est éloigné au sud de la Guyane, on se retrouve en grande difficulté économique. La précarité économique se ressent avec beaucoup plus d'acuité parce que les dispositifs publics ne sont pas à proximité, parce que pour s'y rendre et être renseigné, obtenir des informations administratives, c'est coûteux. Ça nécessite des déplacements, parfois des nuits à organiser dans nos capitales. Donc c'est vraiment une grande difficulté en Outre-mer, là où en Hexagone, on peut prendre sa voiture, on peut prendre le train, on prend le bus et on se rend tout simplement au local de l'association ou bien dans une administration. Chez nous, c'est pas toujours aussi simple. Je passe un peu d'un sujet à l'autre, mais donc là on parle beaucoup de la Guyane, mais à l'échelle des territoires ultramarins, est-ce qu'on peut observer des convergences, des points communs sur cette question des inégalités, de la situation du droit des femmes? Est-ce que, bon, j'imagine que tout est différent, mais est-ce que quand même vous avez pu observer Oui, au niveau des droits des femmes en Outre-mer, il y a un point commun, c'est le taux de chômage des femmes. Et c'est ça qui est vraiment inquiétant, problématique, parce qu'on voit que l'insertion économique est particulièrement difficile. Elle reste extrêmement compliquée. Et ce, malgré le taux de réussite au bac. Par exemple, en Martinique, en Guadeloupe, le taux de réussite est proche de celui de la moyenne nationale. En Guyane, c'est 10 points en dessous. Et pourtant, on va se retrouver confronté aux mêmes difficultés. Donc ça, c'est vraiment un point de convergence. On va voir que ce soit en Polynésie, en Océanie ou dans la Caraïbe, on va constater que dans les Outre-mer, les femmes sont plus touchées par le chômage et les jeunes. Donc ça aussi, c'est un point d'attention parce que la jeunesse, c'est quand même l'avenir. Alors si l'avenir du pays est en grande difficulté, en souffrance et a du mal à se projeter dans une carrière professionnelle, il faut s'attendre à traverser des crises assez profondes. C'est-à-dire que malgré des progrès sur la scolarisation, sur l'éducation, il y a un effet conservateur de la société, un effet de la tradition et un effet du retour à une espèce d'architecture sociale traditionnelle qui fait qu'on arrive à ça. Mais parce que lorsqu'on parle de progrès, on se rend compte que on met en place une nouvelle politique, on se dit voilà, on va adapter les dispositifs, mais en réalité, la main-d'œuvre ne suit pas toujours. Si on prend le cas de l'éducation, oui, les programmes se sont un peu mieux adaptés. Oui, on va prendre en compte les langues maternelles, les langues autochtones, on va créer des classes bilingues, mais en réalité, derrière, il n'y a pas toujours la main-d'œuvre qualifiée qui suit. Donc les dispositifs, ils avancent, ils bougent, mais on se retrouve parfois confronté au déficit de main-d'œuvre dans nos territoires, où les écoles vont fermer, pour le cas de la Martinique et de la Guadeloupe, parce que y a moins d'enfants, il y a moins d'enseignants, il y a moins d'écoles. Et en Guyane, on ne va pas retrouver la ressource qualifiée pour pouvoir enseigner dans les langues maternelles, dans les classes bilingues, ou bien en Polynésie, l'étendue du territoire de l'archipel va faire qu'on va être en plus en difficulté pour scolariser les enfants. En fait, c'est pas seulement une question de décision, c'est après véritablement, c'est aussi une question de cohérence par rapport à la main-d'œuvre disponible et à la réalité des territoires. Là où en Hexagone, on va optimiser des dispositifs, nous, on est toujours à la recherche d'adaptation, même parfois de création. Parce qu'on dit, oui, mais le dispositif, il n'existe même pas encore. Alors, est-ce qu'on va le mettre en place? Oui, mais c'est quand même, les
femmes qui subissent le plus fort cette difficulté d'adaptation. Oui. Parce qu'en fait, finalement, le système scolaire, il est un peu déficient, mais les femmes et les hommes arrivent à peu près, de ce que je comprends, ensemble à un certain niveau, et après, le retour dans le monde professionnel, il va freiner un petit peu l'intégration des femmes. Oui, mais la discrimination se joue même avant. Beaucoup d'études ont mis en évidence, et le rapport du Haut Conseil à l'égalité est très intéressant sur ce point. C'est vraiment de mettre en évidence à quel point la discrimination entre les filles et les garçons se joue déjà dès l'école primaire, dès la maternelle, parce qu'il y a une représentation de son avenir qui n'est pas du tout la même en fonction du genre. Le garçon va même, d'ailleurs, une étude très intéressante sur l'analyse des bulletins scolaires. Et sans regarder les noms, on voit tout de suite s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Parce que la représentation que les enseignants se font de leurs élèves, en fonction du genre, n'est pas la même. Alors les filles, sages comme des images, finalement, elles restent extrêmement silencieuses et prennent très peu de responsabilités. Et parmi ces responsabilités, c'est délégués de classe, par exemple. Il y a toujours moins de filles déléguées de classe. Et les garçons, très tôt, comprennent que la force physique, s'imposer, la domination de l'espace, de la cour de récréation par exemple, ça fait partie de leur identité. Donc on va retrouver beaucoup de garçons au conseil de discipline, dans les établissements scolaires. Et on va dire, mais c'est normal, ce sont les garçons. Et en fait, très tôt, cette discrimination se joue parce qu'on crée des rôles, on intériorise ces rôles et on alimente des stéréotypes de genre. Et ces stéréotypes, on voit les effets qu'ils ont sur les carrières plus tard, où des filles, par exemple, voulaient embrasser des carrières scientifiques. C'est considéré que finalement, les mathématiques, les sciences physiques, c'était leur passion. Mais les professeurs n'y ont pas porté d'attention, parce qu'ils ont considéré que leurs résultats étaient insuffisants. Et ça, c'est vraiment très intéressant, ces études, parce que un garçon et une fille qui ont exactement la même note dans les sciences, le résultat de la fille sera toujours considéré comme étant moins performant que celui du garçon. Et même elle aura intériorisé le fait qu'elle n'est pas douée, pas assez douée, pas faite pour embrasser cette carrière. Donc on va retrouver les femmes, statistiquement, on va retrouver les femmes dans les mêmes métiers, les familles de métiers, en fait, de l'éducation, action sanitaire et sociale, petite enfance. En fait, on va s'auto-censurer et éviter certains domaines. Donc, c'est la conséquence de tout ce cheminement dès le plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte, c'est qu'on se retrouve aussi au chômage parce qu'on est en concurrence les unes avec les autres pour les mêmes postes, avec face à nous un nombre de candidates assez important. On entend parfois dire, on peut observer, on a parlé de ça pendant l'intervention, on a parlé du potomitan, de cette idée de la femme forte centrale au sein du foyer, à tel point on pourrait avoir l'impression que certaines sociétés ultramarines sont matriarcales. Oui. Et c'est sûrement une illusion, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une simplification? Ah oui. Est-ce que c'est une réalité? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce mythe de la société? Oui, ce qu'on peut dire surtout, c'est qu'est-ce que c'est que le matriarcat? Alors là, il y a des spécialistes du sujet. Et là, en sciences humaines, nous, on dit c'est pas du tout du matriarcat. Le matriarcat, c'est quoi? Ce sont des sociétés dans lesquelles les femmes ont le pouvoir politique, économique et juridique. Et ces sociétés sont une trentaine dans le monde, étudiées par des spécialistes du matriarcat, qui les décrivent parfaitement bien, et nous n'en faisons pas partie du tout. Les sociétés ultramarines ne sont pas du tout intégrées. Pourquoi? Parce que le fait que la femme soit le potomitan, et ça c'est l'expression qu'on va utiliser en Haïti, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, c'est la phrase complète, c'est potomitan case. Mur porteur de la maison. Mais après, tout ce qui est extérieur au foyer, en réalité, pendant très longtemps, ce n'est que maintenant qu'on voit émerger quelques figures féminines. Elles ont parfois même existé, mais réduites au silence parce qu'elles n'osaient même pas prendre la parole publiquement.
qui ont porté des sujets, des projets. Aujourd'hui, on médiatise, par exemple, les sœurs Nardal, et on dit, mais oui, mais enfin, quand même, elles ont contribué et ont apporté leur contribution dans la revue du monde, des mondes noirs. Elles ont apporté leur réflexion sur la négritude. Mais c'est maintenant qu'on en parle. Est-ce qu'elles n'osaient pas? Personne n'en parlait. Non, mais les hommes l'ont fait, c'est bien, c'est suffisant. Ça, c'est vraiment un très bel exemple de ce confinement. Dit, voilà, c'est le mur porteur de la maison. Et cette image de la femme forte, elle vient vraiment, elle a été construite pendant toute cette période de colonisation et d'esclavage, où on considérait la description qui est faite des femmes, c'est celle de femmes tellement fortes et tellement puissantes qu'en fait elles sont masculines. Et elles ont intériorisé jusqu'à maintenant. J'ai des discours de femmes qui me disent je suis le père et la mère en même temps. Moi, j'ai pas besoin de mari, je m'en sors très bien. Et ça, c'est ce qui a malheureusement ralenti la prise de conscience de tous ces dangers. C'est-à-dire le danger, c'est justement de ne jamais prendre de responsabilité dans la société. Le danger, c'est de ne jamais obtenir la promotion à laquelle j'ai droit parce que je vais réfléchir à 2 fois avant d'accepter le poste, parce que je dois garder mes enfants, parce que est-ce que je vais rentrer à l'heure, est-ce que j'aurai... En fait, il y a tout ce... mécaniquement, inconsciemment, il y a une telle responsabilité de l'espace domestique qu'on va s'interdire d'aller plus loin dans notre carrière professionnelle. Et c'est pas fort du tout, parce que ce potomitan, en attendant, quand on regarde les statistiques, il est au chômage, il est victime, il ne prend pas soin de sa santé, la santé des femmes se dégrade, elles ne n'ont pas le temps de faire des dépistages, ne s'en soucient même pas, elles ont une charge mentale énorme parce qu'elles veulent tout faire à la fois, et qu'on leur a dit qu'elles sont capables de le faire. En réalité, non, elles sont comme tout le monde, elles s'épuisent. Donc les chiffres, au contraire, nous montrent qu'il n'y a pas du tout de force. Bien au contraire, c'est une faiblesse parce qu'on a perdu des années en réalité. Des années pendant lesquelles on aurait pu prendre soin et rendre cette égalité un peu plus réelle. C'est une égalité réelle. Donc c'est une mythologie qui permet à l'homme de mettre encore plus de charge mentale sur la femme oui. originelle, quoi. J'ai assisté à des scènes assez intéressantes où, lorsqu'une femme est élue, la première question que la société lui pose, le journaliste lui pose, c'est « Madame, vous avez 4 enfants, mais comment vous allez faire pour gérer tout ça ?» Alors que les candidats, on ne sait même pas s'ils sont mariés, s'ils ont des enfants. Ce n'est pas une question du tout qui est associée aux hommes. Donc c'est vraiment, on sent bien que cette charge pèse encore jusqu'à maintenant sur les épaules des femmes qui ont considéré qu'elles devaient tout faire et ont même du mal d'ailleurs à lâcher prise aujourd'hui. En Guyane, quand même, on a... Bon, après, il y a la question du matrifocal. Est-ce que on peut quand même dire qu'il y a quand même... C'est le potomitan. Matrifocal, c'est le potomitan, c'est-à-dire que le foyer est centré sur la mère. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est vraiment une réalité. Les foyers reposent sur les épaules des femmes. Les foyers reposent sur les épaules des femmes. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le discours des hommes eux-mêmes qui disent mais pourquoi est-ce que je ne m'occuperai pas de mes enfants? Pourquoi je ne changerai pas la couche de mon bébé? Pourquoi je n'irai pas le chercher à l'école? Donc ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que dans cette réflexion commune, parce que ce n'est pas seulement une question des femmes, et puis les femmes, débrouillez-vous avec vos droits, hein, ça ne nous regarde pas, c'est qu'on sent maintenant qu'il y a une prise de conscience commune, où on dit, beaucoup d'hommes se disent, mais c'est vrai, pourquoi est-ce que je serais obligée d'être viril, fort, à tout moment? Et puis, pourquoi la responsabilité financière de la maison reposerait uniquement sur mes épaules? Mais oui, ma femme peut travailler, elle peut apporter son... mais même gagner plus que moi. Mais pourquoi pas? En fait, il y a cette remise en question de ces schémas, et ça, c'est une bonne nouvelle. On se dit, mais que les hommes et les femmes commencent à s'interroger sur ces rôles assignés, je me dis là, on commence à progresser. Mais si c'est qu'une partie de la société, que une moitié qui revendique, qui dit oh, attendez, ça va pas, là ça va plus, on va pas gagner, on va pas réussir. Alors que cette question, elle est vraiment sociétale, dans son sens large, où on se rend compte que la charge qui pèse sur les hommes, elle est préjudiciable aussi à la société, parce qu'on leur demande à tout moment d'être extrêmement fort, d'être solide, et je crois que ce qui me choque le plus, c'est même en cas de deuil, l'homme ne peut pas pleurer. C'est un être humain, il a un chagrin. Il ne va pas pleurer en public. C'est quand même difficile. Je me mets à la place de ces hommes, je dis, c'est quand même lourd.
comme charge à porter, où je ne peux pas exprimer mes émotions et dire, ben non, là je craque, ben là je suis faible, ben là je suis fatiguée, là je n'en peux plus. Au bout d'un moment, ça pèse. Et on ressent ces effets sur la société elle-même, où ça craque, en réalité, ça craque dans tous les sens. Les femmes disent d'un côté, bah, attendez, on peut faire quand même, on peut réussir, on a les mêmes compétences, bien sûr que si. Et puis d'autres hommes qui vont dire, ah bah ça tombe bien, parce que là, je t'avoue, moi c'est pas mon truc, j'avais pas tellement envie. Et enfin, maintenant, on commence à se rapprocher un peu plus de la réalité, des ressentis aussi. Euh, Quand on pense politique, politique locale ou politique nationale, on a quand même le sentiment, en Guyane ou aux Antilles, qu'il y a, c'est pas documenté, mais il y a une présence féminine qui est plutôt importante depuis quelques années, et plutôt peut-être plus équilibrée qu'en France hexagonale. Ce qui donnerait un petit peu le sentiment que les Outre-mer ne seraient pas en retard sur ça. Alors après, je dis ça, c'est un sentiment qui n'est pas documenté. Ouais, peut-être parce qu'on les entend un peu plus. Mais en réalité, là, je regardais un peu les statistiques à venir sur les municipales. Eh bien, il y aura un recul. Par exemple, aux Antilles, il y a moins de candidates déjà. Donc, sur les mairies, il y aura un recul. Alors, c'est ça le piège. C'est qu'on a l'impression que parce qu'il y en a quelques-unes, on avance, c'est bien, c'est en bonne voie. Et en fait, sur les municipalités, on est entre 0 et 20%. 0%, c'est Mayotte. Il n'y a aucune femme maire. Et puis 20%, on arrive Guadeloupe, Martinique, à peu près 22, Guyane. Et là, ben, il faut observer parce qu'on ne va peut-être pas progresser et aller au-delà. Là, les municipales ne s'annoncent pas très bien. Beaucoup de femmes ont annoncé qu'elles retiraient leur candidature, elles ne poursuivraient pas et ne renouvelleraient pas le mandat. Donc ce serait peut-être un peu un backlash ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu des figures emblématiques, je pense en Guyane, bien sûr, il y a Christiane Taubira, mais il y a eu des députés, des sénateurs, des maires, et pas mal de représentations. Et qui d'autre après? C'est ça le problème, c'est que souvent on a un nom, et derrière, la porte s'est refermée. C'est ça le problème, c'est qu'on se rend compte souvent qu'en focalisant sur certains noms, on oublie qu'après, il n'y a pas eu de suivi en réalité. Et bien souvent, on entend « c'est la première oui, mais on oublie de dire « c'est la dernière ». Et c'est ça qui est inquiétant. Et là, on risque de se retrouver avec une situation où, pour les prochaines élections, oui, une situation dans laquelle il y a vraiment un recul des candidatures féminines. Alors, comment est-ce qu'il y a des possibilités pour faire que des mesures qui pourraient permettre que cette parité elle soit plus durable? Est-ce qu'il y a des solutions? Dès le plus jeune âge, parce qu'on se rend compte que les femmes s'interrogent, réfléchissent à 2 fois avant de prendre des responsabilités, quelles que soient ces responsabilités, au sein de l'entreprise, au sein d'une administration, des responsabilités politiques. Elles vont réfléchir à 2 fois parce que inconsciemment, elles calculent si ces responsabilités sont compatibles avec leur vie familiale. Et même dans le choix du métier, c'est à quelle heure je vais terminer? Est-ce que j'aurai le temps de rentrer chez moi? J'ai la lessive à faire, je dois m'occuper des enfants. En fait, c'est inconscient. Elles ne savent même pas qu'elles pensent à tout ça très vite. Et réfléchissent lorsqu'il y a une proposition de monter en compétence, une offre de l'employeur, de direction, de poste d'encadrement. Elles vont prendre beaucoup de temps avant de prendre cette décision. Il va se passer un temps de réflexion pendant que les hommes vont dire oui ou non. Et comment faire pour enrayer le phénomène? C'est de multiplier les dispositifs déjà de garde d'enfants, par exemple. Parce que beaucoup refusent en disant « ouais, attends, moi je pourrais pas, qui va chercher mon enfant? Puis quand il a pris, je l'amène au sport. » Et on se rend compte qu'il y a une charge importante domestique qui est tellement importante que inconsciemment, elles vont éviter toute représentation extérieure. Et ça va même très loin, parce que même les pratiques sportives chez les femmes diminuent à la sortie du lycée. En fait, la dernière fois qu'elles ont fait du sport, c'est au lycée. Et après, elles n'ont plus le temps d'y aller. Alors, non seulement la garde d'enfants, mais aussi la sensibilisation, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de prise de conscience de l'engrenage dans lequel on s'est enfermé. On s'interdit finalement de sortir. Une fois qu'on est rentré, on ne sort plus.
parce qu'il y a ce conditionnement dès le plus jeune âge, hein, très tôt, où les filles ne sortent pas. Les frères, on a des frères, on voit tout de suite que les frères ont plus de liberté. Les filles vont rester à la maison. Donc très tôt, il y a une éducation qui est vraiment très différente entre les filles et les garçons. Donc pousser les filles à prendre plus des responsabilités dès le plus jeune âge et considérer que ce n'est pas anormal permettrait justement, il faciliterait la mise en place de dispositifs, d'accompagnement aussi. Quand la femme tombe enceinte, souvent elle arrête, non seulement si elle est en formation, de suivre ses cours, ou bien elle va prendre un congé et démissionner de son travail. Résultat, écart de salaire entre les hommes et les femmes. Parce que pendant 2-3 ans, tu sais, j'ai arrêté de travailler, j'ai dû m'occuper de mes enfants. Voilà, tout ça, on sent vraiment qu'il y a une discrimination qui s'est mise en place et qui s'est institutionnalisée, vraiment qui s'est installée avec le temps et à laquelle on s'est vraiment habitué en disant oui, c'est normal, c'est la société. Oui, ça évolue très très lentement. Exactement. C'est ça, c'est l'inertie qui est on avance, hein, mais en même temps, malheureusement, on recule aussi. C'est là, je me dis, il y a une petite avancée, et on pense que ça y est, c'est gagné maintenant, c'est bon. Parallèlement, il y a toujours 2 pas en arrière. Là, on voit vraiment en ce moment, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, qu'il y a beaucoup d'avancées qui sont mises en question. Et c'est vrai que ça peut toucher aussi la France assez vite. Mais il y a quand même un focus qui est fait, comme on disait, sur des personnages clés. Là, je pense à une journaliste aussi qui a fait un travail sur Jacqueline Manicom. Et c'est des personnages dont on n'entendait pas parler avant. Ils sont devenus un peu... on reconnaît enfin le travail qu'ils ont fait. Oui. Souvent, c'est la question qui m'est posée, c'est mais pourquoi on entend les femmes maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Et je dis, mais elles ont toujours parlé, en réalité. Elles ont toujours été présentes, elles ont toujours été là, mais on ne les écoutait pas. La parole des femmes, par contre, c'est toujours le cas. Le rapport du Haut Conseil à l'égalité est très instructif là-dessus, sur la question des femmes en politique, par exemple. C'est que même la voix féminine, on n'a tellement pas l'habitude de l'entendre dans l'espace public, que les femmes politiques ont dû avoir recours à des coachs vocaux pour changer leur tonalité et adopter des voix beaucoup plus graves. Ouais. C'est dingue, oui. Il y a quelques exemples et des témoignages de femmes élues dans le rapport qui disent oui, et effectivement, on regarde les vidéos dans le temps. C'est pas le plus grave quand elles sont en public. Oui. Il faut compenser par une puissance sonore. Exactement. C'est à ce point. Quand j'ai lu ce rapport, j'ai dit c'est à ce point, c'est incroyable. Même la voix, en fait, n'est pas entendue, elles n'ont pas l'habitude. La voix grave est beaucoup plus rassurante. Alors, elles ont recours à des coachs pour retravailler la prise de parole en public. Et d'un coup, elles vont se mettre à parler. Et on regarde, on observe, on dit c'est vrai, tous les discours ont cette tonalité. Après, un exemple comme Christiane Taubira qui a une puissance sonore assez intéressante. Elle est quand même dans les aigus, donc ça montre qu'elle a pu, elle, imposer son style sans transformation. Oui, exactement. Je crois que oui. Oui, je crois que c'est la meilleure chose à faire. Dire, attendez, je suis comme je suis. Mais elle a essuyé aussi beaucoup d'attaques. À quel prix? Toujours. À quel prix? On sent qu'il y a un combat, parce que un rapport de force. Oui, parce que les femmes qui agissent de cette manière ne sont pas dans le rôle attendu par la société, assigné même par la société. On n'attend pas ça des femmes. Les femmes sont douces, et c'est encore le cas, mais c'est vraiment intéressant parce que dans la femme idéale telle qu'elle est décrite par les hommes qui sont interrogés dans le rapport du Haut Conseil et qui focalise vraiment sur la montée du masculinisme, donc ça, il y a de quoi s'inquiéter, qui peut même créer l'observatoire de la montée du masculinisme, l'image de la femme idéale, ça reste la femme douce, silencieuse, calme. Et on attend ça de partout, en fait, même dans leur milieu professionnel. Les femmes qui vont prendre la parole et qui vont avoir de la poigne, je l'entends très souvent en réunion, celle qui va prendre la parole et qui va avoir de la poigne, on va dire, elle est hystérique. T'as vu un peu comment elle crie, mais elle n'a pas besoin de crier comme ça. Un homme, il va agir de la même manière et tenir les mêmes propos, on va dire, il a de la poigne. Ah ouais, il s'est imposé, là il s'est imposé.